Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à Haïti, alors qu'on a appris l'assassinat du président Jovenel Moïse par un commando ce matin tôt à son domicile. Un groupe d'individus dont certains parlaient espagnol serait à l'origine de l'attaque, selon le Premier ministre par intérim qui a annoncé la mort du chef de l'État. Le Premier ministre a déclaré l'état de siège dans le pays. Cet assassinat intervient alors que la violence en Haïti avait atteint un paroxysme. On parle de guerre des gangs dans les rues de Port-au-Prince, d'une vingtaine de kidnappings par semaine. Le pays connaît aussi une crise politique majeure. Jovenel Moïse était un président contesté, devenu dictatorial. La République dominicaine ferme sa frontière. La Colombie appelle l'Organisation d'État d'Amérique à envoyer une mission sur place. Les États-Unis condamnent. Paris dénonce un lâche assassinat. Alors, qui est derrière cet assassinat? Comment expliquer un tel chaos dans le pays? Quel est l'impact de la mort de Jovenel Moïse? Quel avenir pour Haïti? On en discute avec mes invités. J'ai à mes côtés donc Jean-Josué Pierre. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur d'Haïti en France. Bienvenue à vous dans le débat. Bonsoir, merci. Également par Skype, Jacques Nézy, politologue en laboratoire caribéen des sciences sociales à l'Université des Antilles. Bonsoir à vous, Jacques Nézy. Et bienvenue. Bonsoir. Nous avons également avec nous Didier Lebret, ancien ambassadeur de France en Haïti. Bonsoir, bienvenue également à vous. Bonsoir. Et Edgar Leblanc, coordinateur général de l'OPL, l'Organisation du Peuple en Lutte, qui est avec nous donc en direct de Port-au-Prince. Bonsoir monsieur et bienvenue également. J'espère que vous nous entendez. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous. D'abord, qui a commis cet assassinat? Quelles sont vos informations? Est-ce que c'est un coup d'État? Alors, les informations dont on dispose sur cet assassinat nous renvoient précisément à un commando lourdement armé qui est arrivé dans la maison du président de la République dans la nuit vers 1h et 2h du matin. Et on ne peut pas dire, dans l'état actuel des informations dont on dispose, qui est derrière cet assassinat. Vous ne savez pas, c'est plutôt un gang, parce qu'on a beaucoup parlé des guerres des gangs en ce moment à Port-au-Prince. Ça serait plutôt un gang? On ne peut pas dire que c'est un gang. Par contre, on a des éléments d'information qui indiquent que les gens qui sont arrivés à la résidence du président de la République, ils parlaient l'anglais. Certains parlaient l'anglais, certains parlaient l'espagnol, et d'autres traduisaient en créole. Parce qu'il fallait s'adresser aux membres de la sécurité, du corps de sécurité de la maison du président de la République. Donc comment se sont-ils infiltrés, en fait, au domicile du président? Vous avez, parce que là, vous parlez de traduction, donc vous avez des informations sur la manière dont ils sont entrés? Ils sont arrivés et apparemment, ils déclarent qu'ils font partie d'un corps qui vient inspecter la maison du président de la République. Donc ils l'ont laissé passer? Et puis ils ont dit aux agents de sécurité, déposez vos armes. Si vous ne déposez pas vos armes, nous allons faire feu. Ils vont faire feu. Donc ils ont dit ça et puis bon, du coup ils ont neutralisé la garde présidentielle, si je peux dire. Et puis il y avait des complicités peut-être du côté de la garde présidentielle? Je n'ai pas des éléments d'information pour affirmer ou infirmer cela. Donc je ne peux pas dire exactement. Je ne peux pas dire, dans ce sens-là, je ne peux rien dire exactement. Et donc ils sont entrés et ils ont commis... Et donc ils sont entrés et puis ils ont assassiné le président de la République et puis la première dame aussi a été atteinte de plusieurs projectiles apparemment. Elle est envoyée à Miami, d'après nos informations à l'instant, la première dame. Voilà, elle était en soins à Port-au-Prince et là elle est envoyée dans un hôpital à l'extérieur pour se faire soigner de façon plus intensive. Jovenel, le président était très contesté dans son pays. Est-ce qu'il y a un lien entre justement cette contestation politique et cet assassinat? Dans l'état actuel de nos informations, je le répète, on ne peut pas dire qu'il y a un lien ou pas. Tout ce qu'on peut dire, par contre, c'est que le président Jovenel Moïse était engagé dans un combat contre un certain nombre d'intérêts. Donc, les éléments de l'enquête vont révéler, je pense, plus tard, ce qui s'est vraiment
ce qui s'est réellement passé chez le président. Edgar Leblanc, vous êtes avec nous, coordinateur général de l'OPL. On me dit que vous n'êtes plus en ligne de Port-au-Prince. C'est dommage, j'aurais voulu vous faire réagir, mais ça sera pour un petit peu plus tard. Jacques Nézy, cet assassinat, est-ce qu'il illustre un peu la violence qui a atteint un paroxysme en Haïti avec justement ces gangs dont on parle, ces gangs? Est-ce qu'ils pourraient justement être derrière cet assassinat? Est-ce qu'on assiste à une sorte d'effondrement de l'État? Oui, il y a quelques signes qui indiquent que cet État souffre en tout cas d'un tremblement, puisque les principales institutions sont affaiblies. La police nationale est infestée de gangs et aussi certains disent qu'il y a une connivence entre la police nationale et l'intensification de ces gangs. La Cour de cassation est dysfonctionnelle. Le Sénat est amputé d'une partie de ses membres, la Chambre des députés n'existe pas. Donc il y a un certain nombre d'institutions qui sont paralysées, et ce qui a permis au président de la République d'avoir entre ses mains l'essentiel des attributions où il dirige tout seul, sans rendre compte à personne. Alors, comme vous l'avez dit, cet assassinat illustre bien toute la difficulté d'Haïti à entrer en démocratie ou à construire une communauté politique qui ferait une large place à la communauté des souffrances, c'est-à-dire des grandes masses déshéritées qui sont abandonnées à elles-mêmes depuis des siècles, et puis une société qui ferait place aussi aux élites transnationales ou aux élites possédantes. Donc il faut s'interroger également sur le rôle du crime politique en Haïti, puisque le premier fondateur de la nation a été assassiné, puis on a connu l'exécution aussi sommaire d'autres présidents de la République Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est un assassinat politique? Ce qui est nouveau, je ne dispose pas des moyens, comme monsieur l'ambassadeur est sur le plateau, je pense qu'il est mieux placé que moi pour répondre à cette question, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que assez souvent, à des épisodes réguliers, on voit bien la pénétration de la violence comme ressource dans la politique en Haïti, comme moyen aussi d'accéder au pouvoir. Et comme qui dirait, il y a une difficulté pour cette société à adhérer aux règles du jeu démocratique. Didier Lebret, ancien ambassadeur de France en Haïti, il y a effectivement une conjonction de crise. Est-ce que effectivement cet assassinat en est un peu le point d'orgue? Crise politique, crise économique, crise sécuritaire en Haïti? C'en est le point d'orgue et il faut que ce soit aussi le point de départ d'une sortie par le haut, si j'ose dire. Je pense que la situation était de toute façon bloquée. Là, elle atteint effectivement un niveau paroxystique. Le pays n'est pas dépourvu de gens de talent, loin de là, que ce soit la société civile, la presse, les intellectuels, les représentants des grandes églises, le secteur économique. Donc je pense que c'est vraiment le moment pour l'ensemble de ces acteurs, avec le soutien de la communauté internationale, mais qui ne pourra pas se substituer aux Haïtiens eux-mêmes. C'est le moment de s'asseoir autour de la table et de voir comment organiser cette transition en bon ordre. Ça a été rappelé par vos intervenants précédents. Il n'y a aucune institution qui soit fonctionnelle, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il puisse y avoir une transition constitutionnelle, avec le schéma qui est prévu. Rien de ce qui est écrit dans la Constitution ne pourra se dérouler en l'absence de Sénat, de Parlement, de Cour de cassation, etc. Donc il va falloir de l'imagination, il va falloir de l'entente, il faut que la communauté internationale pousse. Moi, je suis convaincu que l'erreur de base, ça a été finalement de conforter un président qui a eu le sentiment qu'il pouvait continuer en toute impunité dans la mesure où il était soutenu, fort de son élection, mais on voit bien à quoi tout ça a mené aujourd'hui. Donc on est dans une impasse et il faut que le bilan sorte. Edgar Leblanc, on me dit que vous êtes à nouveau avec nous, coordinateur général de l'OPL, vous êtes en direct de Port-au-Prince. Quelle est l'atmosphère en ce moment sur place? En ce moment, à Port-au-Prince et dans le reste du pays, c'est le calme. Les gens sont choqués, médusés parce que c'est passé, ils n'ont pas d'informations, alors ils sont en attente. Et ils attendent pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ce calme est très volatile. Et c'est pourquoi il faudra qu'on ait
un peu plus vite dans les contacts qui ont déjà commencé, la concertation avec les divers représentants des secteurs de la société pour qu'on trouve le plus vite possible une solution. Vous dites que les concertations ont déjà démarré, Edgar Leblanc? Quelle concertation? Il y a entre les différents partis de l'opposition qui sont dans l'opposition, qui sont en contact. Il y a des réunions par visioconférence qui se font. Et de l'autre côté, je sais que le Premier ministre a annoncé qu'il va y avoir un conseil des ministres. Donc, on essaie de connecter les différents secteurs de la société pour que le plus vite possible, on puisse arriver à une solution. Est-ce que vous redoutez un regain de violence? Et tout le monde le redoute. Cependant, on a constaté ce matin, en se réveillant, eh bien, la population était médusée, on n'y croyait pas, et comme ça, tout le monde préfère attendre. Donc, il y a là un calme, comme je dis, volatile, et il faut donc profiter de ce moment de calme pour offrir à la population une alternative qui soit crédible et avec des personnalités, excusez, auxquelles la population qui puisse inspirer confiance. Justement, on va en reparler. Philomé Robert, vous avez rejoint sur ce plateau. Bonsoir, journaliste à France 24. Avant de revenir justement sur le processus politique, un mot peut-être sur Jovenel Moïse, qui était extrêmement contesté depuis un certain temps. L'ancien ambassadeur de France sur place en parlait. C'était un entrepreneur qui avait bien réussi, mais on parle d'affaires de corruption en ce qui le concernait. Effectivement, la population était dans la rue depuis plusieurs mois. Bonjour Stéphanie, je salue également Monsieur l'ambassadeur Josué, que je connais très bien, qui est un ami, et je salue les autres personnes qui sont sur le plateau même virtuellement. Effectivement, le président Jovenel Moïse était une personnalité assez sujette à controverse, peut-être parfois malgré lui, parce que lui, il avait la tête dans le guidon, si je puis dire. Il était volontariste, il était déterminé à mettre en œuvre ses projets et qu'il considérait comme étant bien pour le pays. Mais la première chose que il voulait rester au pouvoir. En gros, il y avait une réforme de la Constitution sur la table. Il y avait également une sorte de numéro 2 qui avait été sorti par l'opposition il y a 4 mois. Enfin, une grande confusion côté politique. C'est l'aventure mécène. Mais la première chose que je voudrais peut-être commencer par dire, et je le dis en présence de M. l'ambassadeur, c'est qu'avoir un président assassiné en Haïti, ça fait un choc extrême. Nous sommes en train quand même d'assister à un moment d'histoire. La dernière fois qu'Haïti a eu un président assassiné, ça remonte à 1915, c'était avant l'occupation américaine. On peut rappeler que l'ancien président Villebrun Guillaume Sam, suite à des violences à Port-au-Prince, imputé à son pouvoir, s'est réfugié à la légation de France, ce qui est la nouvelle ambassade de France maintenant, et une foule est entrée et l'a lynché dans les rues de Port-au-Prince. Dans mon souvenir, c'est la dernière fois qu'en Haïti, on a un président assassiné. Après, on a eu des présidents exilés, on a eu des présidents menacés, mais c'est la première fois qu'on a ça, et donc c'est un moment d'histoire, et ça provoque forcément un effroi, un saisissement, comme on dit dans le français haïtien. Maintenant, quant au président Jovenel Moïse, évidemment, c'est un drame épouvantable pour lui-même, pour sa famille, pour ses proches. Ça, on ne peut aussi que le souligner. Après, on a en face la situation en Haïti, c'est une situation absolument inextricable. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Entre le président Jovenel Moïse et ses amis et ceux qu'il avait en face, des opposants, il y avait un dialogue de sourds qui s'est installé. Personne ne se comprenait. Et jusqu'ici, le mot dialogue prononcé par un camp comme par l'autre camp n'était pas perçu de la même manière. Donc, de telle sorte qu'ils ne parlaient pas le même langage. Et on en était là jusqu'à ce que finalement ce type de drame arrive, tout en se disant que de toute façon, ce type de choses pouvait arriver n'importe quand. Alors justement, on parlait des gangs, monsieur l'ambassadeur. Manifestement, les assassins du président haïtien seraient plutôt des mercenaires de professionnels. Ce sont vos informations à l'ambassade ? Je vois que c'est une information de l'ambassadeur haïtien aux États-Unis, donc des mercenaires professionnels. Oui, en tout cas, ce qui vient de se passer, c'est certainement pas un acte d'amateur. Il y a un certain nombre de gens qui sont venus, comme je vous disais tantôt, ils s'exprimaient en anglais, en espagnol, et il y avait parmi eux d'autres qui traduisaient en créole haïtien dans la langue locale. Alors, je voudrais vous Alors, qui serait derrière ces mercenaires professionnels? C'est un peu la question qu'on se pose, parce que manifestement, en Haïti, depuis un certain temps, plusieurs personnes les utilisaient, ces mercenaires professionnels, monsieur l'ambassadeur. Nous n'avons pas d'informations
sur qui est derrière ce qui vient de se passer. Pour le moment, il faut attendre, il ne faut pas se précipiter sur des informations qui ne seraient pas fiables. Il faut attendre, il va y avoir une enquête. Des investigations, et il faut attendre le résultat de tout ça. Et pour rebondir justement sur ce que vient de dire Philomé Robert et Edgar Leblanc, est-ce qu'il y a des négociations qui vont s'ouvrir? Qui peut y participer d'ailleurs aujourd'hui? En ce moment, je peux vous dire que la décision qui a été prise par le chef de gouvernement AI, le Premier ministre AI... C'est l'état d'urgence. C'est l'état d'urgence. Oui. Et c'est, disons, l'état de siège. C'est l'état de siège pour 15 jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'état de siège en Haïti? Ça veut dire que pendant 15 jours, tout est en berne, si je peux dire. Et puis, on essaye de voir, de négocier, on essaye de contrôler la situation, de mettre la situation sous contrôle. Et le Premier ministre... Vous pensez que ça sera possible de la mettre sous contrôle, alors que même avant cet assassinat, c'est extrêment compliqué d'un point de vue sécuritaire, avec justement ces gangs? Là, on ne peut qu'espérer un sursaut patriotique. Et comme disait M. Leblanc, qu'on a écouté, on ne peut qu'espérer un sursaut patriotique pour que tous les Haïtiens se mettent ensemble. Et le Premier ministre a lancé cet appel ce matin. Dans son allocution de circonstances, il a demandé à ce que, déjà, la population reste calme, et il nous faut de la sérénité, et il nous faut ce sursaut patriotique pour discuter entre nous, établir ce fameux dialogue véritablement dont parle Philomé Robert. Entre le Premier ministre et éventuellement l'opposition. Edgar Leblanc, vous pensez qu'il y aura ce sursaut patriotique pendant ces 15 jours de grande incertitude? Je suis plutôt optimiste. D'ailleurs, à regarder le comportement de la population en général, beaucoup de gens craignaient des dérapages aujourd'hui, manifestations, violences. Rien ne s'est passé comme ça. La population s'est montrée mature, et j'espère, et on travaille pour cela, pour que les élites politiques, religieuses, économiques, rapidement, se mettent à table, discutent de la solution. Ça serait peut-être un momentum, en fait. Quitte après avoir, à travers une grande conférence nationale, réunir tout le monde et prendre de nouvelles orientations pour le pays. Merci. En tout cas, vous restez avec nous. On se retrouve après une courte pause. Bienvenue dans la deuxième partie du débat consacré à Haïti, alors qu'on a appris l'assassinat du président Jovenel Moïse par un commando très tôt ce matin à son domicile. Un groupe d'individus dont certains parlaient l'espagnol serait à l'origine de l'attaque. Cet assassinat intervient alors que la violence en Haïti, on le disait, avait atteint un paroxysme. Les États-Unis condamnent. La République dominicaine a fermé sa frontière avec Haïti. La Colombie a appelé l'Organisation des États d'Amérique à envoyer une mission sur place. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit d'ailleurs profondément choqué. L'Union européenne également s'inquiète d'une spirale de la violence. On écoute tout de suite Joe Biden. Nous avons besoin de beaucoup plus d'informations, mais c'est très inquiétant pour l'État d'Haïti. Voilà, on apprend à l'instant qu'il y a une réunion d'urgence jeudi, demain, sur Haïti, au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Je suis toujours en compagnie de Jean-Josué Pierre, ambassadeur d'Haïti en France, Philomé Robert, journaliste à France 24, Jacques Nézy, politologue avec nous également, Edgar Leblanc, coordinateur général de l'OPL. Vous êtes avec nous en direct de Fort-de-France, et également Didier Lebret, l'ancien ambassadeur de France en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, on voit tout de même que effectivement le choc pour la population haïtienne, le choc pour le monde entier aussi, puisque Joe Biden a également dit quelques mots, que l'ensemble de la communauté internationale réagit. Il va y avoir donc une réunion d'urgence demain sur justement le sujet de Haïti de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale, monsieur l'ambassadeur? Alors, je dois commencer par dire que nous sommes évidemment affligés par cet assassinat. Nous sommes consternés. Et il faut dire que l'histoire se répète tragiquement en Haïti. L'histoire se répète tragiquement dans mon pays, et c'est tout à fait consternant. À la communauté internationale, le message est clair. Haïti ne va pas pouvoir relever ce défi
tout seul. Là, on atteint le paroxysme de la crise et nous attendons à un accompagnement de la communauté internationale pour nous aider à sortir de cette crise. Jacques Nézy, il y a effectivement la communauté internationale et on sait que les États-Unis aussi sont très proches d'Haïti à tous les niveaux d'un point de vue géographique et politique. On se souvient d'ailleurs qu'ils sont intervenus à plusieurs reprises militairement. Est-ce qu'effectivement ils pourraient intervenir militairement en Haïti? C'est un scénario qui serait possible? Sans doute, parce que à bien observer le développement de la situation sécuritaire en Haïti, on voit bien que la police nationale est complètement dépassée, puisqu'elle est prise au dépourvu assez souvent par la puissance des gangs qui disposent d'armes beaucoup plus importantes que celles de la police nationale d'Haïti. Et donc, on sait très bien aussi, depuis 1994, l'interventionnisme s'est très développé en Haïti, mais on voit bien aussi les résultats sont très mitigés, puisque si on est là encore en 2021, où Haïti se débat toute seule dans une crise institutionnelle, c'est que la communauté internationale n'a pas trouvé, si vous voulez, des solutions adaptées. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est un terrain très spécifique où très souvent les diplomates perdent pied. Donc il faudrait prendre conscience de cette réalité haïtienne très singulière et qu'il faut insérer tout au moins dans une grammaire démocratique occidentale, certes, mais une grammaire démocratique assez adaptée, parce qu'on voit assez souvent l'international impose sa solution. Faut-il le rappeler que Michel Martelly a été imposé par les Américains, et on a contesté aussi l'élection de Jovenel Moïse, et que c'est peut-être l'occasion, cette fois, qu'il y ait une concertation entre la communauté internationale, mais qui ferait place également à une solution d'origine locale. Philomé Robert, il faut une solution d'origine locale aujourd'hui. Est-ce que le Premier ministre, qui manifestement va prendre les rênes du pays au moins pendant 15 jours, est-ce qu'il a une marge de manœuvre? Déjà, le Premier ministre ad intérim, Claude Joseph, fera de son mieux. Nul doute qu'il fera de son mieux. En plus, il est Premier ministre par intérim. Par intérim, de toute façon, il est au pied du mur. Malheureusement, il fera de son mieux. On peut lui faire confiance de ce point de vue-là. Je parle sous le contrôle de l'ambassadeur Josué. Mais ce que je pourrais ajouter sur cette histoire de communauté internationale. Déjà, la communauté internationale en soi, et tout le monde le sait, n'existe pas. Et il n'y a que des communautés d'intérêt. Et s'agissant d'Haïti spécifiquement, quand on parle de communauté internationale, on désigne une chancellerie à la traîne de laquelle se trouvent les autres. Et je ne le dis pas pour être blessant envers qui que ce soit. On parle d'abord des États-Unis et auquel ça rime avec plus ou moins d'audace, plus ou moins des pays comme le Canada ou un peu comme la France, etc. Même si par moment, et je parle sous le contrôle aussi de l'ambassadeur Lebret qui nous écoute, la France a pu prendre la main, notamment dans des moments cruciaux comme ça a été le cas. Il en a été témoin, il était aux premières loges lors du tremblement de terre du 12 janvier. La première chose que cette communauté internationale devrait commencer par faire, pour peu qu'on puisse l'appeler ainsi, c'est de faire le constat de son échec. Depuis 1994, en Haïti, avec toutes les missions onusiennes qui sont succédées, aucune d'entre elles n'a pu atteindre un objectif. Donc vous attendez peu de choses de cette réunion d'urgence des Nations Unies. C'est la première chose que cette communauté internationale devrait commencer par faire. Reconnaître qu'elle a échoué dans ce pays. Après, qu'il faille trouver des solutions endogènes, qu'il faille développer des partenariats, qu'il faille aller inventer d'autres modèles de coopération, oui. Mais je pense que quelque part, les Haïtiens attendent de cette communauté internationale qu'elle dise « nous avons échoué ». Et c'est notamment parce que nous avons échoué qu'on se retrouve avec ce type de drame aujourd'hui. Didier Lebret, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Philomé Robert? Est-ce que la France aurait joué un rôle, vous qui avez été ambassadeur de France en Haïti, est-ce qu'elle aurait un rôle à jouer en particulier en ce moment? Bien sûr, moi je pense que d'abord il faut éviter toute division. Ils ne sont pas si nombreux, hein, les partenaires d'Haïti, donc il faut qu'ils soient unis, qu'ils puissent consolider une solution qui aura été trouvée par les Haïtiens. Une fois encore, ce pays ne manque pas de talent. Moi, je note quand même que dans la dernière période du président Jovenel Moïse, il y a eu des gens qui ont fait l'objet de détentions arbitraires. Il y a eu des manifestations qui ont été sauvagement réprimées. Il y a eu aussi une certaine ambiguïté sur la façon de traiter les gangs armés. Donc, je pense qu'il y a une partie de la population, des partis politiques, de la société civile,
qui aura à cœur d'essayer peut-être de retrouver le chemin du compromis et de la paix. Après, la solution, elle peut être qu'endogène, c'est-à-dire que voilà, il faut arriver à se mettre d'accord sur un calendrier, sur les conditions de restauration d'un minimum de sécurité. Et on n'est pas, une fois encore, dans une situation de guerre civile ouverte où vous avez un camp contre l'autre. Donc, il ne s'agit pas de restaurer une paix, il s'agit de restaurer des conditions d'une sécurité qui permettent d'assurer des élections. Donc, je ne sais pas si les Nations Unies, dans le dispositif qui est le leur aujourd'hui en Haïti, prévoit cela. Je ne crois pas. Je crois que malheureusement, il va falloir revenir à quelque chose d'un peu plus robuste. Mais une chose est sûre, si la police nationale haïtienne... C'est-à-dire quelque chose d'un peu plus robuste c'est-à-dire il faudra un mandat... il faudra peut-être que le Conseil de sécurité, ça sera sa responsabilité, revoie le mandat qui est le sien. Est-ce qu'il faut faire revenir davantage d'hommes aujourd'hui en armes pour faire non pas du maintien de la paix, parce qu'une fois encore, le pays n'est pas en guerre, il n'y a pas de guerre civile au sens littéral du terme, même s'il y a un niveau d'insécurité particulièrement fort et qui pénalise une grande partie de la population. Mais c'est sûr qu'il faudra aider la police nationale haïtienne à retrouver les moyens de pouvoir reprendre possession pleinement du pays, enfin en tout cas des zones qui sont aujourd'hui troublées. Ça sera un préalable absolu. Mais je ne crois pas du tout que ce soit hors de portée, et je crois vraiment qu'il y a besoin de réengagement de la communauté internationale, aussi fantomatique soit-elle, si j'en crois certains intervenants, mais en tout cas, elle a cette capacité de pouvoir envoyer un signal clair sur son réengagement en Haïti. Et je crois que c'est un signal que beaucoup d'Haïtiens attendent aujourd'hui, après une période, une fois encore, me semble-t-il, de trop grande complaisance vis-à-vis d'un régime qui était en bout de course, à l'agonie, et qui était une partie du problème. Je le dis cash, de manière très peu diplomatique, mais j'en suis intimement et personnellement convaincu. Monsieur l'ambassadeur, vous attendez justement à une intervention. S'il y avait une intervention américaine avec l'aval des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est quelque chose... Vous seriez favorable à une intervention comme celle-là? Moi, je dis, dans la situation pour aider à rétablir la sécurité? Oui, la situation est tellement complexe, et je dis qu'il faut un accompagnement des Haïtiens dans leur quête de solution à la crise haïtienne. Donc, quel type d'accompagnement? Un accompagnement en termes de sécurité, un accompagnement en termes un accompagnement technique pour la réalisation des prochaines élections. Et puis, il faut qu'il y ait une présence... comment dire, une présence américaine, par exemple? Vous souhaiteriez une intervention internationale? De toute façon, comme disait Robert Philomé, une présence de la communauté internationale, vu notre proximité géographique avec les États-Unis, ça va passer essentiellement par les Américains. Mais alors ils n'ont pas toujours très bien vécu, me semble-t-il, les Haïtiens, cette intervention américaine dans le passé, d'ailleurs. Non, ok. Une intervention américaine dans un pays, l'occupation américaine dans un pays qui se veut souverain n'est jamais quelque chose que les Haïtiens vont accepter de gaieté de cœur. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les Haïtiens vont accepter ça. Mais on est dans une situation, en ce moment, où il faut rétablir la sécurité, rétablir l'ordre. L'État est pratique. On vient d'assassiner un président de la République. Donc, c'est un acte c'est historique. Donc, ce soir, vous appelez le Conseil de sécurité, effectivement, à prendre une décision en ce sens. Nous comptons sur nos partenaires internationaux pour nous aider, pour nous accompagner à sortir de cette crise qui a atteint son paroxysme en Haïti. Edgar Leblanc, est-ce qu'effectivement le président Jovenel Moïse avait atteint une dérive autoritaire extrêmement forte? Est-ce qu'il est aussi responsable un peu de ce qui se passe aujourd'hui, malgré tout? Depuis le 13 janvier 2020, avec la mise à l'écart du Parlement haïtien, où il ne reste plus que 10 sénateurs qui donc n'ont aucun pouvoir de contrôle, ne peuvent pas agir sur le gouvernement, et puis le 3 juillet dernier, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est caduque puisque les membres n'ont pas été le gouvernement de M. Claude Joseph
a dû donc donner sa démission et le président vient de nommer un Premier ministre chargé de rechercher un consensus. On est actuellement à l'effondrement total de l'État. Aucune des institutions n'est en place. Mais pire, c'est que le gouvernement a facilité la fédération des gangs de la zone métropolitaine. On a un petit problème de liaison avec vous, Edgar Leblanc. Pardonnez-moi, je vais vous interrompre parce qu'on ne vous entend plus. Jacques Nézy, est-ce que l'Église, par exemple, pourrait jouer un rôle important en ce moment? On a vu qu'elle avait participé justement à une forme de médiation dans le pays depuis plusieurs mois. Oui, l'Église pourrait jouer un rôle, mais il faut le rappeler, depuis l'aventure de Jean-Bertrand Aristide, faut-il le rappeler, un ancien prêtre qui est entré dans l'arène politique, qui a eu 2 mandats. Donc l'Église, aujourd'hui, ne bénéficie plus de la même crédibilité dont elle disposait vers les années 86. En revanche, elle peut toujours s'imposer, elle peut toujours participer à une médiation. D'ailleurs, elle était présente lors des différentes séquences de négociations proposées par Jovenel Moïse intérieurement, mais les résultats étaient peu concluants. Sous Michel Martelly, il faut le rappeler, l'Église catholique a été présente, a été très partie prenante d'ailleurs d'un accord politique qui a été obtenu entre Michel Martelly et l'opposition politique. Il faut le rappeler aussi, en dehors de l'Église catholique, il y a la société civile, soit la société civile transnationale ou cosmopolitique, ce que j'appellerais bon nombre d'Haïtiens de la diaspora, en pignon sur rue, occupe des responsabilités dans certains pays. Ils peuvent aussi participer à cette forme de médiation. Et j'ai envie de dire que là où se trouve Haïti, elle a besoin de tous ses fils qui sont ici ou là disséminés et qui souhaitent participer cette fois à la construction de cette communauté politique, même de la nation haïtienne. Parce que, comme je l'avais indiqué au début de l'introduction, on a l'impression que c'est une société qui est morcelée, où il n'y a pas de lien entre les différentes strates de cette société, ce qui explique d'ailleurs, il y a d'autres explications, mais le recours à des différentes modalités de l'économie criminelle où les gens tentent pour des raisons de survie ou de la débrouille font usage de la violence. Donc on souhaite qu'on obtienne cet environnement pacifié les uns les autres. Tout à l'heure, on a mis l'accent sur les conditions de la création de cet environnement politique. Tout n'est pas perdu, qui pourrait permettre aux Haïtiens, cette fois, de s'entendre autour d'un pacte républicain pour la défense de l'intérêt national. Philomène Robert, votre réaction justement à ce que vous venez d'entendre. Donc, crise politique, bon, effectivement, la mort d'un président, comme vous le disiez, c'est un gros choc. Crise politique, crise économique, le Covid, en plus, on n'en a pas parlé, mais effectivement, qui touche Haïti profondément. Crise institutionnelle, crise sécuritaire. Il nous reste 5 minutes pour se demander justement qu'est-ce qui va se passer. Alors, est-ce que l'assassinat du président Jovenel Moïse peut constituer ce momentum pour que ce pays tente de se relever? On ne peut que le souhaiter. Cependant, d'autres momentum, le pays en a eu. On pense par exemple au 12 janvier 2010, quand on s'est retrouvé avec 200 000 morts, 200 000 blessés et le tremblement de terre. Tout le monde a pensé que finalement, vu l'intensité de la catastrophe, vu que le pays s'est retrouvé par terre physiquement, ça allait être le moment pour trouver une façon de se relever physiquement déjà et essayer, ou du moins réessayer de faire communauté, réessayer de faire peuple, parce que ce pays a cessé de faire peuple depuis un certain temps. Tout le monde a pensé ça. Finalement, ce rendez-vous-là n'a pas fonctionné, il a été raté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est faisable? Je ne le sais pas en vérité, parce qu'on constate aussi qu'en même temps qu'on peut reprocher à Jovenel Moïse des dérives autoritaires, lui-même ne s'en cachait pas, parce qu'il disait par exemple, moi j'ai un objectif à atteindre et si on m'empêche d'atteindre cet objectif, il peut y avoir des accidents. Bon, et peut-être que c'est un mauvais jeu de mots de sa part, mais il l'a vraiment dit et des gens ont pris pour une menace. Et, sauf qu'en face, il n'y a pas eu d'offre politique à la hauteur de l'enjeu non plus. La galaxie d'opposants que Jovenel Moïse avait en face de lui n'a pas été capable d'offrir une alternative politique crédible au pays. Et c'est ce que les gens ont attendu et attendent encore quelque part. Et en attendant, les gangs ont gangréné le pays, monsieur l'ambassadeur. Comment voyez-vous les prochains jours, les prochaines semaines? Alors, la crise sécuritaire est là. Il ne faut pas la passer sous silence.
pour ce qui est des prochains jours, et je rappelle la décision qui a été prise par le PM, qui est, pour le moment, le pays est en état de siège pour 15 jours, sur toute l'étendue du territoire. Et je rappelle aussi, en termes de... Ça veut dire que chacun doit rester chez soi, il n'y a plus d'activité. Ça veut dire que les activités sont en berne, il faut attendre les consignes et des autorités de l'État pour savoir la suite. Mais je voulais vous lire très rapidement l'article 149, si vous me permettez, mais vraiment. Mais il nous reste 2 minutes, donc je résume. L'article dit, en cas de vacances de présidence de la République, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Je pense qu'il faut s'en tenir à cela. Donc il va gouverner par décret, comme le faisait d'ailleurs le président. Il faut s'en tenir à cela. Bon, je ne sais pas s'il va gouverner par décret, mais je pense que, comme je le disais tantôt, sur cette base-là, on a une base légale pour que nous puissions, nous, Haïtiens, nous mettre ensemble à dialoguer. Déjà, si on peut déjà commencer par là, vraiment commencer par là, ce serait une bonne chose. Moi, ça sera le mot de la fin, en fait, parce qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup d'avoir été... Pardonnez-moi, monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir été avec nous. Merci Philomé Robert, journaliste à France 24. Merci Jacques Nézy d'avoir été avec nous également. Merci à Edgar Leblanc, qui était donc avec nous à Port-au-Prince. Et puis merci à vous, Didier Lebret, ancien ambassadeur de France en Haïti. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24.